Hello, aujourd'hui on est lundi et je démarre un nouveau carnet de bord. Pour ce qui est de mes lectures, aujourd'hui j'ai commencé un nouveau livre entre midi et deux, donc vraiment j'ai commencé. C'est un livre de Stephen King. J'ai décidé de lire La Ligne Verte que j'avais prévu de lire au printemps mais que je n'ai pas du tout pu caser dans mon planning de lecture. Donc La Ligne Verte, là c'est la dernière édition qui est chez le Livre de Poche, vous savez l'édition... qui a été tous les King ou presque ont été réédités comme ça chez Livre de Poche. Donc moi les deux poches que j'ai ce sont dans cette édition. Donc voilà, donc j'ai lu 34 pages, je suis au chapitre 3. Donc je suis vraiment au tout début. Et j'ai pris avec moi le marque-page de Léa qui est donc La vie peut être belle, ça peut valoir le coup de se battre pour elle de Stephen King. Voilà, c'est un marque-page qui se prêtait merveilleusement à ma lecture. Pour l'instant, je sais pas trop de quoi ça parle. Je n'ai pas vu le film, je précise. Je sais qu'il y a un film avec Tom Hanks, si je dis pas de bêtises, que tout le monde a dû voir ou presque, puisque moi non. Je sais que ça se passe dans un milieu carcéral et voilà, aux États-Unis. Et je crois que c'est dans les années 30, voilà. Donc on va suivre Paul Edgecombe, ça pour l'instant je sais. Paul Edgecombe qui est le gardien chef pénitentiaire donc d'une prison où on exécute encore à la chaise électrique. Et voilà, on est en 1930 et du coup c'est lui qui raconte. Donc il parle à la première personne du singulier. Et au début, Stephen King fait une introduction sur ce roman et nous dit qu'il a décidé d'écrire ce livre sous forme de feuilleton qu'il a publié, donc dans des journaux, mais j'ai pas retenu lequel. En tout cas, c'est paru en 1996. Donc c'est à bientôt mon âge. Ça a quoi, 25 ans, 26 ans, un truc comme ça. C'est un vieux livre, mais je trouve ça super bien écrit. Pour l'instant c'est fluide. Évidemment, je suis pas très grande connaisseuse de King, hein. C'est juste mon 3e Stephen King que je lis. Et je continue de découvrir ses œuvres avec des romans soft, puisque pour l'instant j'ai lu... Ah non, j'en ai lu 4, c'est mon 4e King. J'en ai lu 4, j'avais oublié. J'ai lu L'Institut, j'ai lu 22-11-63, j'ai lu Et après, ou Après, son tout dernier qui est sorti chez Albin Michel l'année dernière, ou cet hiver, je ne sais plus. Oui, cette année je crois. Donc du coup c'est mon 4e Stephen King et voilà, je pense que je lirai encore des King un peu comme ça avec parcimonie avant de tenter vraiment le côté un peu plus gore, un peu plus dur, un peu plus hard de King qui pour l'instant ne m'attire pas du tout. Donc dites-moi si vous avez bien aimé, si vous l'avez lu, si ça ressemble au film. Peut-être qu'à la fin je regarderai le film, je ne sais pas. Et d'ailleurs en fait pourquoi ça s'appelle La Ligne Verte, on le sait dès le début. C'est la couleur du couloir qui mène dans la prison, donc qui mène vers les cellules où sont détenues les personnes qui vont passer à la chaise électrique et qui va mener jusqu'à la pièce. Donc cette couloir ce couloir vert va mener ensuite à la pièce où il y a la chaise électrique. Et du coup, ben voilà, ça s'appelle la ligne verte parce que pour les détenus, c'est quand tu prends la ligne verte, ben normalement tu finis pas très bien quoi. Voilà, donc je vous en reparlerai cette semaine. J'aimerais bien le terminer avant le week-end. Il fait 500 pages, j'en suis à la page 34, donc il y a encore du travail. Mais Florence m'a assuré que ça se lisait vite et bien. Donc à tout moment je le lis assez vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, enfin pour maintenant. J'ai pas été à la boîte aux lettres encore. En tout cas quand j'étais en Italie ce week-end, j'ai absolument rien reçu, mais c'est un peu normal parce que pendant les vacances scolaires, l'été, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui fonctionnent et qui tournent, puisque normalement toute la rentrée littéraire a déjà été envoyée ou presque. Donc c'est normal qu'on reçoive pas grand chose. Je sais que je regardais à midi la vidéo, le vlog, enfin non, le
podcast lecture de Magdalena, donc de Triple L de Mag. Et elle disait qu'elle était un petit peu frustrée d'ouvrir sa boîte aux lettres et de ne rien recevoir, ce que je peux comprendre en effet, mais ouais, c'est un petit peu normal, c'est chaque année un peu plus calme l'été, quand tu as déjà tout reçu la rentrée littéraire. Donc voilà, donc c'est pas grave, on en profite pour vider sa palle, bien entendu. Ce n'est pas mon cas puisque j'ai une palle colossale, mais Florence organise un no-buy depuis le 27 juin et nous sommes le 25 juillet. Je n'ai acheté aucun livre. J'ai tenu presque un mois sans acheter de livre. C'est improbable. Ceux qui regardent mes carnets de bord depuis moult années, moult temps, vous savez que je ne résiste jamais au no-buy, mais là, j'avoue que je suis assez fière de moi. Et ce no-buy court sur le mois d'août. Je sais pas jusqu'à quand je vais tenir, mais pour l'instant, ça va. Je suis pas très frustrée. Pourtant, je reçois pas de livres et j'achète pas de livres, mais je suis pas très frustrée, donc tant mieux. Bref, je vais arrêter de parler. Je vais aller me faire un petit thé. Pas très chaud, un thé juste tiède chaud, juste pour désaltérer un petit peu. J'ai pas envie de thé glacé et tout ça parce que comme je travaille sous la clim, j'ai pas forcément envie de trucs qui te glacent le corps, quoi, tu vois. Donc je vais aller me faire un petit thé, pas trop chaud, et je vais retourner travailler. ça c'est sûr. Voilà, je vous dis à plus tard. On est toujours lundi, mais j'ai été à la boîte aux lettres et j'avais un paquet de la rentrée littéraire. Du coup, c'est je pense le dernier que je vais recevoir, à part si je reçois enfin mon colis de chez Plomb, mais je n'y crois plus, donc voilà. Et là, il s'agit du roman de Gwenaëlle Robert, donc Sous les feux d'artifice. C'est aux éditions Les Passe-Murailles. Ça fait partie du groupe de Cherche Midi. Donc, enfin, c'est du groupe. Ça fait partie de la collection, voilà, d'une collection de chez Cherche Midi. Et Benoît, donc du Cherche Midi, m'a conseillé celui-ci. Il connaît très bien mes goûts, donc je lui fais entièrement confiance. Donc ça s'appelle Sous les feux d'artifice. Alors, je suis pas ultra fan de ce bleu électrique, mais j'aime bien la peinture. La peinture qui est donc... Qui m'appelle? La peinture qui est Soir de fête sur l'Alster, peint en 1905 par Ludwig Dettmann. Voilà. Bref, je ne sais pas si vous l'avez très bien vu, mais j'aime beaucoup. Alors, je vous lis le résumé. Lorsqu'un navire yankee entre en rade de Cherbourg un matin de juin 1864 pour provoquer l'Alabama, corvette confédérée que la guerre de sécession condamne à errer loin des côtes américaines, les Français n'en croient pas leurs yeux. Au même moment, Charlotte de Habsbourg, fraîchement couronnée impératrice du Mexique, découvre éberlué un pays à feu et à sang. Le monde tremble, mais le bruit des guerres du nouveau continent ne doit pas empêcher la France de s'amuser, encore moins de s'enrichir. Théodore Coupet, journaliste parisien, l'a bien compris. Envoyé à Cherbourg pour couvrir l'inauguration du casino, il rencontre Mathilde des Ramures, dont le mari s'est ruiné au jeu avant de partir combattre au Mexique. Ensemble, ils décident de transformer la bataille navale en un gigantesque pari dont ils seront les bénéficiaires, à condition d'être les seuls à en connaître le vainqueur. Pendant cette semaine brûlante, des feux d'artifice éclatent de chaque côté de l'Atlantique. Dans le ciel de Mexico comme de celui de Cherbourg, il couvre les craquements d'un vieux monde qui se fissure et menace d'engloutir dans sa chute ceux qui l'ont cru éternel. Donc le roman historique ici, je connais pas du tout cette époque à Cherbourg, enfin je connais pas du tout cette période historique, donc ça va être intéressant. Pour ce qui est de l'autrice Gwenaëlle Robert, il est écrit qu'elle est professeure de lettres. Elle a publié 3 romans dans la collection des Passe-Murailles, donc cette collection ici.
Tu seras ma beauté en 2017, Le dernier bain en 2018, lauréat de 6 prix littéraires dont le prix Bretagne, et Nevermind en 2020, lauréat du prix Albert Bichot, du prix Maintenant et du prix du Marque-Page. Elle est également l'auteure d'un roman policier, Le dernier des écrivains, aux presses de la Cité cette année, et elle vit à Saint-Malo. Bah écoute, ça a l'air passionnant. Pas très long, 250 pages, et je crois que j'avais en plus dans ma wishlist, maintenant que j'y pense, je crois que j'avais Le dernier bain de Gwenaëlle Robert dans ma wishlist, puisque si je dis pas de bêtises, Lila de mon club lecture en avait très bien parlé il y a au moins 1 an ou 2. Et je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas acheté ce roman, peut-être parce que les choses ne se sont pas présentées, mais j'avais gardé en mémoire cette autrice, donc je suis contente que Benoît m'ait convaincue de le recevoir pour le lire. Il est pas long, il fait 250 pages, donc franchement je le lirai peut-être juste après le King, parce que j'aimerais bien me faire passer la rentrée littéraire assez vite cette année et pas la traîner jusqu'en septembre. Donc je sais pas trop encore. Pour l'instant j'ai 4 livres, c'est mon 5e livre de la rentrée littéraire à lire encore dans ma palle. Et celui de Julien Dufresne Lamy, Les Bienheureux, que je recevrai peut-être un jour ou pas. Donc ça serait 6. Voilà, bah, c'est tout pour le moment. Et je vais aller chercher mon thé maintenant parce que du coup j'ai pas eu le temps de mettre l'eau chaude dans le mug. Aujourd'hui on est mardi, entre midi et 2, je suis désolée pour le bruit entre la clim et la hotte parce que je suis en train de faire à manger, etc. C'est pas terrible, mais je viens juste vous faire un update pendant 2 minutes de ma lecture de La Ligne verte, donc de Stephen King. Ah, je vais éternuer. J'ai commencé La Ligne verte et j'ai lu 150 pages. C'est trop bien, je me suis vraiment prise au jeu de l'histoire, je me suis attachée au personnage, j'aime beaucoup le narrateur, j'aime la façon dont c'est raconté, même s'il y a des allers-retours un peu ping-pong dans le temps, je suis pas perdue, même si King met en scène souvent de nombreux personnages, enfin il y a souvent beaucoup de monde. Et c'est le cas, pareil, je suis pas perdue non plus, je trouve que les noms sont assez différents pour que ma mémoire visuelle puisse imprimer chaque personnage. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'aimerais lire au moins une centaine de pages encore aujourd'hui pour arriver à la moitié du livre, histoire de le terminer avant le week-end. Et peut-être que je regarderai le film après. Certaines personnes sur Instagram m'ont dit que le film était très triste, donc peut-être que je vais pleurer, je sais pas, peut-être que je vais pleurer dans ce livre parce que une personne m'a dit que c'était le premier livre qui l'avait fait pleurer, donc ouais, je sais pas trop, je vois pas les choses tristes pour l'instant. On va suivre donc un gardien de prison en 1932 aux États-Unis. C'est le directeur de la prison et je vous l'ai déjà dit je crois. Et voilà, et La Ligne verte, c'est le couloir qui mène à la chaise électrique. Il va y rencontrer donc dans sa prison pendant les dernières années où il va être le chef de la prison. Enfin juste, lui il n'est pas chef de toute la prison. Il est chef que du secteur qui s'appelle le bloc E. Qui est le secteur des derniers jours, des derniers instants avant la chaise électrique. Et donc il a que 6 cellules et qui ne sont jamais toutes occupées en même temps. Et donc souvent il a 2-3 maxi incarcérés qui attendent la délibération pour aller à la chaise électrique. Donc en fait lui, son but c'est d'adoucir un petit peu les derniers jours de ces gens-là qui sont condamnés à mort et en fait il essaye de créer une atmosphère plutôt de sympathie avec ses prisonniers et le personnel de la prison.
Sauf que bien sûr, il y a un personnage détestable qui travaille dans la prison et qui est proche du gouverneur, donc on peut rien lui dire. Et voilà, et les prisonniers, bien sûr, il y a des prisonniers sympas et des prisonniers moins sympas. Et il y a aussi cette petite souris qui est l'amie d'un Français, Delacroix, je ne me rappelle plus son prénom, qui s'appelle Delacroix. Et cette petite souris très intelligente et très mignonne qui vient ajouter une touche de douceur à cette atmosphère plutôt noire qui est la prison et la chaise électrique. Voilà, il y a de nombreux personnages. Alors je pense que si vous avez vu le film, vous comprenez tout à fait ce que je raconte. Par curiosité, j'ai été voir en fait les acteurs qui représentent qui en tant que personnage. Je voulais pas le faire au début pour pas me faire spoiler, mais maintenant au bout de 150 pages, je commence à avoir vu beaucoup de monde et effectivement, je me suis pas fait spoiler du tout. Et du coup, j'ai regardé qui était Tom Hanks, qui était tel ou tel prisonnier, etc. Et ouais, c'est plutôt cool. J'ai hâte de retourner à mes lectures. Normalement, je devrais avoir une soirée solo cette semaine, 100% lecture, donc ça peut être vraiment cool. Je vous tiens au courant et voilà, je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est mercredi et je sors un petit peu sur la terrasse prendre un peu l'air, l'oxygène de l'extérieur parce que bon, vivre 100% avec la clim c'est pas la folie. Et je viens vous parler un petit peu du coup de ma lecture de Stephen King. Il y a un avion qui passe donc je vais attendre. J'en ai profité pour prendre mes lunettes. Donc, je vous parle de La ligne verte de Stephen King. Il me reste une centaine de pages. Je suis page 394, donc quasiment 400 pages sur 500. Et déjà, je le dégomme, hein, clairement, c'est hyper addictif, hyper bien écrit. On a tout envie d'y retourner, c'est très attachant, les personnages principaux sont ultra attachants. J'ai l'impression que je travaille dans la prison avec eux, quoi. Enfin, vraiment, c'est hyper immersif. Encore une fois, Stephen King, il a un œil cinématographique très intéressant parce qu'il arrive à instaurer non seulement un décor, mais aussi une ambiance, une tension. Par moment, là, on est vraiment sous tension. Et un attachement aussi aux personnages, un attachement au lieu, un attachement aux animaux, puisqu'il y a cette fameuse petite souris Mr. Jingle là, qui a son rôle. Franchement, c'est un très bon livre. C'est bien traduit. Je prends beaucoup de plaisir à lire cette traduction. Et je trouve ça encore contemporain, encore un peu moderne si on remet dans le contexte, parce que ce livre a été écrit en 1996. Aujourd'hui, la chaise électrique, elle n'est plus autorisée, la mort par électrocution. Mais j'ai l'impression que c'est encore hyper actuel. Les sensations, les valeurs, tout ça, c'est hyper... ça me parle, en fait, voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est actuel. Mais d'un autre côté, le décor est vintage, quoi. On a vraiment des réflexes où on peut inventer une histoire à dormir debout sans que la personne puisse aller vérifier sur Google. On n'a pas le téléphone dans toutes les maisons, donc il faut appeler aussi le moniteur, enfin vous savez, la dame qui vous met en connexion, etc. C'est en fait des réflexions qui n'ont pas pris un coup de vieux dans un roman au décor vintage. Voilà, c'est vraiment la sensation que j'en ai. Et je suis profondément attachée à ces personnages et à cette histoire. Alors encore une fois, je savais pas trop de quoi ça parlait, à part que ça se passait en prison. Et voilà, et qu'il y a un film génial avec Tom Hanks. C'est tout ce que je savais, en fait. Je n'ai pas vu le film. Donc c'est une grosse surprise pour moi, ce roman. Sachant que King, j'y vais toujours un petit peu avec des pincettes parce que j'ai toujours très peur de ce que je vais lire. Je n'aime pas la science-fiction, je n'aime pas l'horreur, je n'aime pas le gore, je n'aime pas le surnaturel. Donc plutôt des arguments, des critères que King utilise.
Mais ici, un peu comme dans 22-11-63, il y a un élément, un poil mystique, où tu te dis techniquement, humainement, c'est pas hyper facile à croire. Donc tu penses que c'est un peu mystique. Mais c'est tout. Enfin, c'est clairement, il n'y a pas des monstres, des vampires et des cracheurs de feu, quoi. C'est hyper réaliste. Et puis c'est pas le but. En fait, c'est pas le sujet du roman, c'est pas l'élément fantastique. En fait, on s'en fout. Ce n'est qu'un élément qui vient amener une morale, emmener une conclusion, emmener une scène. C'est qu'un petit maillon en fait dans la chaîne. Donc même si tu y crois pas, bah, c'est facile quoi. Donc franchement, pas du tout déçue. Je change de main parce que j'ai mal à la main. Je sais pas pourquoi j'ai mal à cette main en ce moment. Bref. Donc pas du tout déçue par rapport à ça. Pour l'instant, alors après il me reste 100 pages, mais bon, vu que j'en ai déjà lu 400, je pense que je me suis bien imprégnée de l'histoire. Et franchement, j'ai déjà envie de lire un autre King, donc c'est que c'est bon signe. Et voilà, et je remercie encore Flow & Books pour ses conseils, Florence pour ses conseils sur King, parce que m'a toujours aiguillée vers des lectures pas trop dures pour moi, pas trop gore, pas trop hard, pas trop sanglantes, pas trop... Voilà. Et pour l'instant, ça marche super bien avec moi, King. Donc c'est mon 4e Stephen King. Et je vous donnerai mon avis final, mais franchement, c'est une très bonne lecture. Ouais, j'ai envie de dire la meilleure pour l'instant des 4. Alors, je l'ai pas fini, hein, mais des 4 King que j'ai lus, j'ai l'impression que c'est le meilleur. Donc, à voir. J'ai beaucoup aimé 22-11-63. Je trouvais un poil de longueur quand même dans 22-11-63. Que là, je trouve pas du tout de longueur. C'est des punchlines, ça va vite, des petits chapitres, des actions qui s'enchaînent. Même si les réflexions prennent leur temps, même si les actions, King prend le temps de planter le décor, donc c'est pas juste des dialogues bing bing bing, il y a quand même pas mal de descriptions, puisqu'il tient à ce que tous les éléments, les sensations, les ressentis soient là pour accompagner le lecteur dans la compréhension de la scène. Donc il y a quand même des descriptions. Mais c'est tac, 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 ça va vite quoi. C'est agréable, c'est prenant. Donc ouais, franchement, je me régale. D'un côté, j'ai envie de le lire très très vite parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite et que c'est hyper addictif. Et d'un autre, je pense que je vais avoir du mal à quitter ces personnages d'aussitôt. Voilà, donc ouais, je vous en reparlerai plus tard dans ce carnet de bord pour donner mon avis final, mais voilà. Vous avez compris globalement que je passais un bon moment de lecture. Voilà. Pendant 2 jours, je vais être dog-sitter de ce monsieur chien. Monsieur chien. Et pour tous ceux qui demandent, c'est un pomsky, c'est comme un husky nain. En fait, là, il a sa taille adulte et il reste petit. Tu vas être sage avec moi, mon bébé. C'est le chien de mon beau-frère, c'est pas le mien. Monsieur. Voilà. On va bien s'amuser, nous. Jeudi soir. Il fait quasiment nuit, je vous parle avec la lampe. J'ai terminé le Stephen King, La Ligne Verte, il y a bien 2 heures. Mais je pouvais pas vous parler avant parce que j'ai tellement pleuré que j'étais toute bouffie. Ouais, ce livre, il est ouf, il est dingue. Cette fin, en fait, les 30 dernières pages, il se passe des choses, il y a des révélations. Et c'est tellement touchant, c'est tellement injuste. Ici, King, il met le doigt sur l'injustice, en fait. C'est très manichéen, hein, parce qu'on a vraiment les gentils et les méchants, les noirs, les blancs, les riches, les pauvres, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui n'en ont pas. C'est très manichéen comme schéma, mais c'est intensément vrai, intensément touchant.
Et ça m'a... Ouais, j'ai encore les larmes qui montent parce que ici, on est face à des personnages qui se rendent compte, en fait, qui prennent conscience de l'injustice de ce monde et de ce milieu qui est terrible, hein, le milieu carcéral, etc., où on peut faire face à des innocents, où on peut faire face à des gens qui ont fait des choses atroces et qui en sont fiers et qui devraient souffrir 1000 fois plus et qui ont des morts trop faciles. Vous voyez ce que je veux dire? Cette haine, cette injustice. Ici, moi, en tant que lecteur, je l'ai ressenti à 1000%. Évidemment, si vous avez vu le film, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Je ne l'ai pas encore vu, mais c'est vrai que voilà, cette histoire avec John Caffey, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie. Ce personnage m'a beaucoup fait penser à un personnage d'un film qui s'appelle The Blind Side. Je vous mettrai peut-être l'affiche ici. The Blind Side, c'est un film américain que j'aime beaucoup, que j'ai vu genre au moins une quinzaine de fois, ce qui est beaucoup pour moi parce que je ne regarde jamais la télé ni aucun film. C'est un film que j'ai vu, revu avec Sandra Bullock. Et quand on nous a décrit John Caffey dans ce livre, c'est pas forcément... Bon, déjà de la carrure, le fait que ce soit un black, etc., certes. Mais c'est l'aspect innocent, en fait. Toute cette douceur, toute cette innocence, cette volonté de bien faire pour se faire aimer. Quand, à la fin de ce livre, John Caffey a des paroles qui me bouleversent encore, quoi. Enfin, voilà, et... ouais, je vais arrêter de parler de la fin parce que ça n'a pas de sens si vous n'avez pas lu le livre ou si vous n'avez pas vu le film. Mais ouais, évidemment coup de cœur, hein, j'ai envie de dire, coup de cœur pour ce livre. Sans surprise, vous avez peut-être déjà tous lu ce livre et moi j'arrive à peu près 26 ans après tout le monde, parce qu'il est sorti en 96. Et ouais, j'arrive 26 ans après et voilà quoi. Bah, ça marche super bien, avec moi ça marche super bien. Hier j'avais une de mes meilleures amies qui a dormi à la maison parce que mon conjoint est en déplacement pro. Et du coup, bah, en fait, j'attendais qu'une chose, c'est qu'on se retrouve jeudi soir pour que je le termine parce que bah, du coup elle était là et j'allais pas prendre mon livre, enfin on fait une soirée fille, je vais pas lire et donc on s'est fait une soirée sushi, etc., c'était très bien, mais il me restait à peu près 100 pages à lire. J'en ai lu une cinquantaine ce midi, j'ai dû repartir, j'avais le livre en tête et je me disais mais cette fin, mais ça peut pas se terminer comme ça. Et puis, je suis rentrée du travail, j'ai pris une douche, mais vite fait. Et je me suis mise là en silence et je l'ai terminé, j'ai fini en larmes. Et en fait, après, j'ai reçu des appels. Je les ai pas pris parce que je reniflais tellement que je me suis dit, si je réponds au téléphone, on va me demander ce que j'ai. Et je peux pas dire, écoute, je viens de finir la ligne verte, je suis en larmes. Voilà, je pense que les personnes n'auraient pas toutes compris. Voilà. Bref, coup de cœur. Merci Florence de m'avoir forcé à lire ce livre. Merci infiniment. Pour l'instant, des 4, je confirme, des 4 King que j'ai lus, c'est mon préféré. C'est mon préféré et de loin parce que j'ai pleuré. C'est un sentiment très fort, j'ai ressenti des choses très fortes. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort parce que j'aime pas du tout ce qui se passe dans les milieux carcéraux. Ça me fait flipper, je me sens très très mal à l'aise. Je trouve que c'est très malaisant comme ambiance. Donc je suis sortie de ma zone de confort. Donc c'est un exploit. Et les personnages, je les oublierai pas quoi. Je les oublierai pas. J'oublierai pas non plus les personnages dans 22-11-63, mais je me suis sentie ouais, plus proche de Edgecombe et de John Caffey et même des autres, de Brutal, de Harry et tout ça. Ouais, je me suis sentie plus dedans. Donc voilà, je vais arrêter de parler, ça fait déjà 5 minutes 47 que je vous dis que j'ai adoré ce livre, donc je m'arrête. Coup de cœur, voilà. Donc ça va être difficile de passer après ça, on est d'accord. Donc j'ai décidé de changer un peu de style de roman, on va dire.
Désolée, vous avez le bruit de mon lave-vaisselle. Voilà. J'ai choisi un livre de la rentrée littéraire. Alors je suis désolée, il ne sortira que le 26 août. C'est un roman de la rentrée littéraire des éditions La Martinière avec Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot. Je vous ai fait un unboxing il n'y a pas si longtemps parce que forcément ça fait partie de la rentrée littéraire. C'est un hardback, très très joli hardback illustré. Et en fait là le livre est bleu, c'est pas un effet d'optique. Je vous mets le King à côté, c'est tout bleu, c'est rigolo. Et à l'intérieur, vous avez des illustrations, et pourtant, c'est pas un roman jeunesse. Hein. C'est un roman contemporain, historique. Des petites illustrations comme ça. Il n'y en a pas énormément, peut-être 5-6 planches. Mais voilà. Je sais pas trop de quoi ça parle, donc je vous en reparlerai plus tard. C'est historique, ça se passe en 1837. Je vous lis les 3 premières lignes. Le jeune Baptiste Rivière est convoqué au château d'Escurieuil pour s'y faire dicter les dernières volontés de la propriétaire des lieux. Mais à son arrivée, le personnel se ligue pour lui interdire l'accès à sa chambre. L'anglois, diabolique intendant du domaine, le vieux Simon qui semble plus qu'un ordinaire jardinier, et même Séverine, la femme de chambre dont Baptiste cherche pourtant à se faire une alliée. Blablabla, bon bah il y a plein de secrets, etc. Et donc voilà, donc je commence ce roman de la rentrée littéraire, très, comment dire, baroque, voilà, dans le style. Et voilà, je ne connais pas Christophe Bigot, j'ai bien un client qui s'appelle Bigot, même 2, mais ça n'a rien à voir. Voilà, jouons sur les codes du conte gothique, voilà, du roman historique et du récit d'apprentissage pour mieux les subvertir. Le château des Trompe-l'œil offre une plongée vertigineuse et haletante dans les gouffres du passé et de l'âme humaine. Finalement, rien qu'en lisant ça, j'ai l'impression d'avoir un peu de King. Mais non, c'est un autre style et c'est pas plus mal, ça me fait changer d'air, donc c'est cool. Voilà, donc je vais lire ça ce week-end. J'espère ne pas trop le faire traîner. Là, je vais en lire un peu ce soir. Donc, on est jeudi soir. Donc, après, j'ai vendredi, samedi, dimanche. Pour commencer autre chose lundi. Mais il n'est pas très long. Il fait 344 pages. Et à l'intérieur, c'est écrit assez gros, assez aéré. Comme ça. Ça devrait le faire. Voilà, chers amis, je vous laisse pour ce soir. Je vais aller boire ma tisane de grand-mère. Et oui, j'ai un gilet parce qu'il y a la clim, encore une fois. Enfin là, je l'ai éteinte pour vous parler parce que je suis juste en dessous. Du coup, c'est vraiment, vraiment désagréable pour vous. Et que là, il fait assez bon pour que je puisse l'éteindre. Voilà, je vais aller à ma tisane de grand-mère. Je vais ranger le King et je vais commencer le château des Trompe-l'œil. Voilà. Aujourd'hui on est samedi et je suis avec François. Vous connaissez sûrement par son pseudo, livraison de mots bien sûr. Bon, je vous le remettrai quand même dans la barre. Et François en ce moment il est à Nice. Il vient enfin découvrir le soleil de la côte. Et ça fait du bien. Voilà, on a bien mangé, hein, voilà. Et voilà. Et du coup, est-ce que tu aimes Nice? Est-ce que tu aimes ton séjour sur la Côte d'Azur? Je suis arrivée ici il y a 2 jours et franchement c'est le paradis. Si le paradis devait avoir un nom, ce serait ici, je pense. Vous voyez la vue de l'appartement qu'on a, c'est plutôt sympa. Et puis je ne pouvais pas ne pas venir ici sans voir Estelle, donc je suis trop content qu'on ait mangé ensemble. Alors regardez, on a super bien mangé. On a passé un moment sur la plage ici, juste en bas, c'était trop chouette et voilà. J'espère que vous passez un bon moment à regarder cette vidéo que je regarde souvent. Voilà, tu regarderas. Je regarderai. Tu te feras un auto-coucou. Voilà. Bon ben on va finir de partager ce petit moment et puis ben, moi je vous retrouve plus tard et on va laisser François profiter de ses vacances sous le soleil de la Côte d'Azur. À très vite et bonne lecture.
toujours samedi, je suis revenue donc de mes balades littéraires, c'est-à-dire que je suis allée déjeuner avec François et son compagnon. C'était très sympa, je les ai rejoints dans leur appartement de Nice, puisqu'ils sont en ce moment en vacances ici dans le sud. Et du coup on a pu échanger, ça fait plaisir, vraiment. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi son contenu, les idées qu'il véhicule, la façon dont il présente les auteurs, les livres. Il est aussi très amoureux de son pays et de sa ville et ça fait vraiment plaisir. Donc je remercie beaucoup François pour ce moment et ces échanges, c'était très très chouette. Ensuite, je suis allée prendre un thé à la librairie un moment chez Mémé avant qu'elle ferme, puisque là elle ferme pour 15 jours. Donc on a été prendre un petit goûter avec mon chéri et je me suis baladée un petit peu dans les rayons. J'ai rien acheté ou presque, puisque j'ai commandé un nouveau Stephen King pour ma collection, puisque bien sûr la ligne verte me hante encore, donc j'ai commandé un nouveau Stephen King. Comme j'avais un avoir directement à la librairie, ben, c'était l'occasion d'en profiter. Et puis au niveau lecture, j'ai avancé un petit peu le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot, donc de la rentrée littéraire des éditions de La Martinière. Je suis actuellement page 130 sur 350. Mais je vais m'arrêter là, j'abandonne cette lecture, je rentre pas du tout dedans, c'est dommage parce que le livre-objet est magnifique, les illustrations sont très sympas aussi, mais je rentre pas du tout dans l'histoire. En fait on va suivre un jeune homme qui s'appelle Baptiste Rivière, qui est un clerc de notaire qui est invité dans un château, enfin invité non, qui est appelé dans un château pour faire l'inventaire des biens matériels de ce château, notamment les œuvres d'art, les livres, etc. Invité par la baronne du château pour inventorier tout ça. Sauf que en fait tout le personnel de maison se ligue contre Baptiste pour l'empêcher de rencontrer cette fameuse baronne et d'échanger avec elle. Jusque là tout va bien. Alors on est en 1837 hein, donc jusque là c'est ok, on est dans l'ambiance historique etc, ça marche bien. Néanmoins je rentre pas du tout dans l'histoire parce que déjà je m'attache pas du tout à ce fameux Baptiste, je le trouve insipide, je trouve que les personnages sont caricaturés. En fait j'ai l'impression que ce roman il est un peu bâclé, enfin je sais pas comment vous dire, il n'y a pas beaucoup de travail d'écriture. Je trouve que c'est presque, on dirait presque un livre jeunesse. Non pas que les livres jeunesse soient sans travail d'écriture, mais disons que ouais, c'est à la portée de n'importe quel lecteur et je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans cette histoire. C'est de la redite, c'est vu et revu comme sujet, donc ça m'apporte absolument rien, je m'attache pas, je reviens pas à ma lecture. Donc voilà, j'ai passé 130 pages, je vais m'arrêter là, c'est dommage, mais c'est un roman de la rentrée littéraire que je ne vais pas, dont je parlerai pas davantage, voilà, donc c'est un... Tant pis, ça l'a pas fait avec moi, je continue pas parce que j'ai plus de 500 livres dans ma palle, donc autant m'arrêter. Je suis désolée pour les éditions de La Martinière parce que j'avais vraiment envie d'aimer ce roman, mais ça marche pas. Donc voilà, tant pis pour moi. Donc ce livre sort le 26 août, mais je peux rien vous en dire davantage puisque je vais m'arrêter ici. Je sais pas encore ce que je vais lire pour remplacer cette lecture du week-end. Peut-être un petit livre juste pour finir le mois comme ça et finir le week-end. Mais là, je suis un petit peu déçue, donc je vais pas m'acharner. Voilà, c'est tout pour le moment. Je reviendrai peut-être plus tard ou demain ou lundi. Hey, il est 23h, je viens de rentrer du restaurant et j'ai choisi ma nouvelle lecture juste pour terminer le week-end. Donc j'ai pris Philippe Besson de Là on voit la mer. J'aime beaucoup cette couverture très inspirante et le résumé a l'air plutôt sympa. Ça parle d'amour interdit, peut-être de culpabilité et surtout c'est que ça se passe en Toscane. Donc, et j'ai lu la première page, c'est un été très chaud. Ah oui, c'est un roman que j'ai fait dédicacer il y a longtemps. J'avais acheté un salon du livre, je pense que c'est 2019. Et la première page, c'est... Hop,
Quand l'histoire commence, on est dans la violence de l'été, l'extravagante violence des étés italiens. Le soleil frappe si fort qu'il rend insoutenable au regard le blanc des façades alentour. Il fait aussi la pierre brûlante, impossible d'aller pieds nus. La mer au loin est étale, striée de reflets, on dirait des diamants. Et puis il y a ce bleu, le bleu du ciel partout, sans tache, électrique, tellement pur et pas un souffle d'air. C'est très inspirant, c'est très... dans l'air du temps pour cette semaine je pense. Donc voilà, donc je me suis pris un petit marque-page nuit d'été on va dire. Et voilà, et ben je vais commencer cette lecture ce soir. C'est un tout petit livre, il fait 180 pages je crois. 184 pages, voilà, exactement. Donc je vous en reparlerai demain. Et peut-être que voilà, j'espère le finir ce week-end pour terminer le mois et terminer avec une petite douceur ce mois. Oui, Patek, vous avez quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Voilà, mon dog-sitter je suis ce soir. Voilà, bon, bah, bonne soirée. Hello, aujourd'hui on est lundi, je viens d'aller à la boîte aux lettres, mais je n'ai absolument rien reçu. Je pense que c'est vraiment la saison d'été quand toutes les maisons d'édition sont un petit peu à l'arrêt avant la grosse période de rentrée littéraire. Je voulais terminer le mois avec une petite lecture et du coup j'ai choisi un petit livre et je vais vous en parler. Je fais donc un petit récap de mon week-end. Je vous ai parlé, il me semble, dimanche matin ou samedi fin de journée. J'avais été donc samedi voir François, livraison de mots. J'ai été ensuite un moment chez Mémé à la librairie prendre un goûter avec mon conjoint avant que la librairie ne ferme pour 15 jours de vacances. Donc voilà, c'était une petite journée livresque plutôt sympa. Et du coup, le soir, quand je suis rentrée, j'avais décidé d'abandonner le château des Trompe-l'œil. Je sais pas si je me rappelle que je vous en ai parlé, mais assez rapidement, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc je me suis arrêtée page 130, donc voilà, après un bon tiers. Je m'étais arrêtée là, donc un bon tiers, presque une moitié, j'ai envie de dire. Et en fait dans ce roman je m'étais pas du tout attachée au personnage principal. Je trouve que c'était vraiment... l'écriture n'était pas du tout travaillée. C'est très basique. La mise en situation, l'ambiance, le décor, tout ça. C'est pas super gothique comme c'est vendu derrière. Voilà, donc je sais pas, moi j'ai pas du tout accroché, je comprends pas pourquoi il y a des scènes qui sont à l'intérieur au bout de 70 pages en fait, le personnage principal, il s'est déjà masturbé 3 fois sur des livres érotiques alors qu'on est censé être dans une enquête. Je vois pas trop l'intérêt, ce que ça apporte. Ça apporte rien au personnage principal, ça apporte rien à l'enquête. Est-ce que c'était nécessaire? Ouais, je sais pas, enfin... Il y a beaucoup de choses qui m'ont gênée. Je trouve que c'est un embriglio de personnages. On sait pas trop qui est qui parce que c'est dit très rapidement. On revient pas trop sur les détails de chacun. En fait, on a que ce personnage principal là qui mêle à la fois son enquête sur la baronne et en même temps ses soupçons sur les personnages de la maisonnée. Sauf qu'en fait, ces personnages de la maisonnée, ils sont vus que par ses yeux, donc à Baptiste, là, Baptiste Rivière. Et lui, il a des yeux super lubriques, quoi. Enfin, genre, il imagine toutes les positions sexuelles des domestiques, qui couchent avec qui. Et en fait, je ne comprends pas ce que ça apporte à cette histoire. En 80 pages, quoi. Donc, voilà, je n'y retournais pas. Je trouvais que c'était, voilà, pas très bien travaillé au niveau du style d'écriture. J'étais pas dedans, c'était pas du tout immersif, donc
Voilà, je l'ai laissé de côté. C'est dommage parce que le livre-objet est superbe, l'édition est superbe. Il y a des illustrations qui sont très travaillées à l'intérieur, que j'ai trouvé très belles. Mais je n'irai pas au bout, voilà. C'est très joli ça, mais non, ça me parle pas. Donc je vous disais donc que j'avais arrêté cette lecture. Je suis passée à une nouvelle lecture qui est De là, on voit la mer, Philippe Besson de chez 10-18. C'est en fait un petit livre, alors je me suis dit bon voilà, il reste un jour pour finir le mois de juillet. J'ai pas énormément de temps pour lire dans ce dimanche. Mais j'ai quand même envie de lire un truc et le terminer pour avoir la satisfaction de terminer le mois. En plus, j'avais lu 9 livres et 2 abandons, donc du coup, je voulais quand même terminer sur un chiffre rond et de me dire, voilà, j'ai lu 10 livres ce mois-ci. Et donc, j'ai lu De là, on voit la mer. Je l'ai pris un peu au hasard. Il faisait 185 pages. Et c'était vraiment bien écrit. Là, pour le coup... L'histoire est pas dingue parce que c'est une histoire hyper vraisemblable où on va rencontrer un personnage qui est Louise. Louise, c'est une écrivaine parisienne. Elle a une quarantaine d'années. Elle est dans son mariage depuis longtemps. Elle n'a pas d'enfant. Elle écrit des romans à succès. Et Louise, elle n'arrive pas à écrire quand ses proches sont là. Donc en fait, elle est obligée de s'éloigner. Donc elle va se retrouver dans une maison en Toscane, une maison qu'une amie lui a prêtée, gentiment prêtée. Et du coup, elle est exactement à Livorno, je crois, on trouve ça. Je me rappelle plus. C'est une ville que j'ai déjà vue en plus. Bref. Donc elle va rester dans cette maison, cette villa, pour écrire. Et ça marche, hein, puisqu'elle arrive à écrire son roman, etc. etc. Et puis elle a comme unique compagnie une dame de ménage qui vient plus ou moins tous les jours être là, faire un petit peu les choses de la maison, s'occuper d'elle plus ou moins. Et elle va, Louise, faire la rencontre d'un homme qui a un lien avec cette dame de compagnie. Et là, cette rencontre va chambouler beaucoup de choses. Ici, on est vraiment... Philippe Besson, il vient sonder vraiment l'âme de cette femme, de ce personnage. On est ici, on vient gratter en profondeur les émotions, les sensations, les doutes, beaucoup de doutes, la résilience... Et les choix qu'on peut faire dans la vie, les choix qu'on fait, les choix qui nous font basculer, les choix qu'on regrette, les choix qu'on ne fait pas et dont on a des remords. Et voilà, c'est vraiment ici le sujet, un homme, une femme, des choses qui se passent, des choses qui ne se passent pas. Et tout le microcosme des émotions qui va graviter autour de ça, de cette rencontre. C'est évidemment des personnages qui sont pas faits pour se rencontrer, qui n'ont rien pour... qui n'ont d'aucune façon d'arguments pour se mettre ensemble. Enfin, c'est pas très clair, mais rien n'est fait pour qu'ils soient ensemble et qu'ils se rencontrent, et pourtant les choses se passent ainsi. Et il va y arriver un drame à Louise, à ce même moment où elle se pose beaucoup de questions. Un drame va subvenir et au lieu d'avoir fait des réponses, ça va apporter de nouvelles questions. Donc voilà, donc en fait c'est pas une histoire grandiloquente, hein, puisque ici c'est l'histoire de monsieur et madame tout le monde, des gens qui se rencontrent, des gens qui se séparent, qui viennent, qui repartent, qui rentrent dans la vie des uns, qui ressort, qui revient. C'est quelque chose qu'on côtoie tous au quotidien, donc au niveau de l'histoire, du scénario, ça renverse pas la table. Mais ici, les émotions sont extrêmement bien décrites. Philippe Besson, il a une plume d'une poésie et d'une finesse qui sont ravissantes et qui me ravissent mes yeux de lectrice. J'adore, je me délecte vraiment de la plume de Philippe Besson, que j'apprécie énormément. C'est en plus un auteur que j'apprécie beaucoup aussi pour l'avoir rencontré à plusieurs salons,
qui est très gentil, très avenant, très humble. J'aime beaucoup Monsieur Besson. Et du coup, ce roman, je l'avais acheté au Festival du Livre de Nice en juin 2019. Donc bon, ça fait 3 ans que je l'avais et pourtant, il ne m'était jamais tombé dans les mains. Donc voilà, c'est lu. Et puis j'aime énormément cette couverture qui me fait penser à un soir d'été sur la côte. Et j'adore. Voilà, donc du coup... Ce week-end, un abandon et une bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, c'est une bonne lecture. C'est une lecture délectable, vraiment. Je me suis savouré ce petit moment avec Philippe Besson. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour conclure ce carnet de bord. On est dans le carnet de bord numéro 100. Et on est presque 6000 ici sur YouTube. J'ai rien d'exceptionnel à dire. Pas de concours, pas de machin, pas de paillettes. Simplement merci, merci 1000 fois. Merci à vous de me suivre, de regarder ces carnets de bord. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez au quotidien. J'ai encore lu un message aujourd'hui d'une abonnée qui me disait que j'étais sa petite douceur de la semaine, que j'en inspirais beaucoup, etc. Et peut-être que ça vous gêne de dire ces mots, mais moi ça me touche énormément. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Et ça me rebooste et ça me... Ouais, c'est mon petit... c'est ma petite Madeleine, quoi. C'est ma petite douceur de recevoir ces mots. Ça me fait beaucoup de bien. Ça m'apporte beaucoup. Et j'espère pouvoir continuer à vous apporter toujours des inspirations et... des lectures, hein, toujours des bonnes lectures et de très bons échanges aussi qu'on a ici par message. Donc voilà, un carnet de bord comme les autres, mais simplement je prends un instant pour vous remercier encore 1000 fois d'être ici, d'être présent et de continuer à regarder mes vidéos. Et voilà, et je nous souhaite à tous et à moi-même de continuer ainsi encore longtemps. Parce que moi je prends beaucoup de plaisir, donc si c'est toujours le cas pour vous aussi, eh bien... let's go pour une prochaine centaine de vidéos peut-être, je ne sais pas. Bref, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez noté des lectures, que vous avez rempli votre wishlist de plein de choses. Moi, je vais m'arrêter. Je vais aller lire peut-être quelque chose de nouveau. Je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de bonnes vacances, de merveilleuses lectures. Et je vous dis ciao.